Bonjour à tous et bienvenue dans Rue de la République en compagnie de notre invité exceptionnel cette semaine, Samia Ghali. Bonjour Samia Ghali. Bonjour. Je suis aux côtés de Léo Purguette, le président de la Marseillaise, pour vous Bonjour. recevoir. Bonjour Léo. Alors Samia, Samia Ghali, vous êtes en charge de la stratégie municipale sur les projets structurants de la ville pour l'égalité et l'équité des territoires, de la relation avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, des grands équipements, de la stratégie événementielle, des grands événements, de la promotion de Marseille. Je reprends mon souffle et des relations méditerranéennes. J'ai tout bon? Tout bon. J'ai tout bon. Le menu de notre émission, donc évidemment, on va commencer peut-être par ce qui vous a animé ces derniers mois et ces dernières semaines. Évidemment, c'est l'arrivée de la flamme à Marseille. Alors quel succès, on n'a pas l'habitude ici de flatter nos invités, mais quand même quel retentissement mondial tout simplement, quoi. C'est exactement ça. Moi, je suis très heureuse. C'est 1 an et demi de travail non-stop. D'abord quand vous imposez, vous réclamez quelque chose de tellement fort, il fallait le réussir. Donc ça a été un challenge qu'il fallait accomplir et il a été fait. Et aujourd'hui, quand je vois les retombées et comment le peuple marseillais d'abord, bien sûr, mais au-delà du peuple marseillais, toute la France, l'international, a vibré pour cette rentrée de la flamme olympique à Marseille. Finalement, c'est presque une ouverture des Jeux olympiques qui s'est produite à Marseille. Alors l'image qui a été envoyée change aussi de toutes les images négatives qu'on peut parfois avoir sur Marseille. Est-ce que vous pensez que ça aura un retentissement notamment sur l'attractivité de la ville ? Je crois qu'il y a eu un sondage qui a été fait par l'IFOP, c'est ça, voilà, où on est à 99%, c'est quand même jamais arrivé dans le monde du sondage. 99% des gens vous disent que c'est positif pour la ville et que c'était très bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Ça parle de soi. Il n'y a même pas besoin de commentaires, il n'y a rien à rajouter à cela. Et je crois que la réponse, elle est dans la question. Aujourd'hui, on a montré qu'on était capable à Marseille d'organiser un événement mondial, parce que c'était pas rien, c'était en termes techniques, c'était très lourd. En termes de sécurité, je n'en parle même pas. Et en termes d'attractivité et d'ambiance, c'était du lourd. Donc on a fait en sorte que justement, tous les ingrédients soient réunis. Et je crois qu'on a montré à la France que nous étions une vraie capitale européenne qui était en capacité de répondre à un enjeu mondial sur un événement comme la flamme olympique ou les Jeux olympiques. Alors maintenant que la flamme est passée, comment vous vous préparez pour les épreuves olympiques de cet été ? Les épreuves olympiques de cet été vont se passer du mieux du monde. D'abord, on a une marina exceptionnelle qui est magnifique, qui a été donnée aussi, rendue en temps et en heure. Là aussi, contrairement à ce qui peut se passer ailleurs, nous, on ne se pose plus de problème. Les choses sont faites en temps et en heure. Donc on a montré là aussi que nous étions en capacité d'apporter des réponses, d'être en capacité d'avoir du sérieux et de respecter le calendrier qui nous avait été imposé par Paris 2024 et par le COJO. Donc maintenant, les épreuves de voile vont se passer du mieux possible. Je pense que je n'ai pas d'inquiétude là-dessus parce que nous sommes prêts, les plages sont prêtes, elles sont en train d'être aménagées et terminées pour que justement il n'y ait pas de conflit d'usage entre la partie sportive et pratique de la voile et la partie, je dirais, balnéaire où tous les Marseillais, touristes, vont vouloir se baigner, profiter aussi des moments simplement de vacances. Et il faut que tout le monde trouve son compte et que personne ne soit lésé dans cette Alors affaire. justement, Samia Ghali, qu'est-ce que vous diriez aux Marseillais qui pourraient éventuellement penser que les JO, c'est quoi qu'il arrive, une belle vitrine, etc., mais que c'est pas pour eux? Ah non, mais on a montré, vous savez, 250 000 personnes, 230 000 personnes sur le Vieux-Port. Populaire. D'abord, vous savez, on a mis des exigences. L'exigence, c'était que c'était gratuit, pas de QR code, pas de tout ça. Donc nous, c'était libre. Il n'y avait pas des endroits réservés aux VIP et le reste du monde. Non, tout le monde était à la même enseigne. Donc ça, c'était important. Donc quand vous avez 230 000 personnes sur le Vieux-Port et que c'est populaire, il ne faut pas m'expliquer que les jeux à qui ils vont servir. Je veux dire, en tout cas, la flamme, elle a servi à tout le monde. Les jeux de la même manière, puisque c'est sur les... Vous savez, on a le plus beau balcon du monde. Voilà, et le plus grand balcon du monde. C'est la Corniche. Donc tous ceux qui voudront assister au spectacle et qui sont intéressés par ces épreuves de vol, ou pas d'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir être curieux de savoir comment ça fonctionne. Voilà. Ils vont pouvoir le faire. Donc vous savez, la mer, l'avantage, c'est qu'elle est ouverte à tout le monde. Donc il n'y a pas de problème. Ça reste encore la propriété de tout le monde. Alors,
Bravo, satisfecit évidemment pour cette première étape des Jeux Olympiques. On va parler, si vous voulez bien, maintenant, Samia Ghali, du plan Marseille en grand. Hein. Vous avez en charge un certain nombre de travaux structurants sur la ville. Pour l'opposition de droite, ça ne va pas suffisamment vite, notamment sur les écoles, sur la sécurité. Vous n'avez pas suffisamment installé de caméras. Le président de la République a dit également ou a fait savoir en tout cas par sa ministre de la ville qu'on pourrait aller éventuellement un peu plus vite. Qu'est-ce que vous répondez à cette forme de critique, hein? Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire aller plus vite. Donc on m'explique que ça. Vous savez, c'est que de la communication, ça. Moi, je ne suis pas dans la communication. Voilà. Donc le quotidien des Marseillais change pour vous? D'abord, c'est vraiment ne pas connaître ces dossiers que de dire ça. Voilà, je le dis clairement. C'est vraiment pas connaître les dossiers. Et les gens, c'est pas du bétail. Parce que quand vous parlez des écoles, une école, elle se fait pas comme ça en claquant des doigts. Pardon. Sur les écoles, on fait des réunions. Et j'ai assisté à beaucoup de réunions avec des parents d'élèves, des enseignants, avec des habitants, pour tout simplement travailler avec eux sur quelle école ils imaginent demain. Ah, c'est vrai qu'avant, ça se passait dans un bureau, on faisait vite un appel d'offres, et hop, ça y est, c'est fini, on venait, l'école pourrie, même si 2 ans après il pleut dans l'école ou quoi, personne ne regarde quoi que ce soit. Ben, c'est vrai qu'on fait les écoles un peu plus modernes, les écoles qui vont encore fonctionner 100 ans. Donc oui, on prend un peu de temps. Mais le temps, on le prend avec les habitants. Et c'est eux aussi qui nous donnent le rythme. Donc, on travaille à savoir comment, de quoi ils ont besoin, quelle école ils rêveraient. Et tout ce travail, on le fait en concertation. Avant, il n'y avait pas de concertation. Mais la concertation, ça prend du temps. Parce qu'il faut écouter les gens. Pas semblant de faire une concertation. C'est pas que ça nous amuse. Parce que les calendriers, je peux vous dire qu'il est rempli. L'agenda est plus que rempli. Donc oui, les choses avancent. Les études sont lancées. Et après, il y a des marchés. Donc... quand on est président de la République ou la ministre, elle devrait savoir qu'il y a juste des marchés publics et qu'il y a des règles qui sont sur lesquelles on ne peut pas sauter et qu'on est obligé de mettre en œuvre. Donc alors peut-être qu'il leur faudrait juste une petite formation de comment fonctionnent les marchés publics en France. Alors sur la rénovation urbaine aussi, il y a des gros enjeux que vous suivez de près. Le préfet Mirmand a fait un certain nombre d'observations, notamment sur l'insuffisance de logements sociaux, de construction de logements sociaux à Marseille. Est-ce que vous êtes inquiète pour les relogements? Est-ce qu'on va être confronté à un entonnoir? Alors, plusieurs choses. D'abord, vous savez, je suis toujours en discussion et l'association sur la rénovation urbaine avec le préfet, avec les habitants. Et sauf que, et je l'ai dit à monsieur le préfet avec tout le respect que je lui dois, de temps en temps, c'est bien d'écouter les habitants aussi. Encore une fois, quand vous faites de la rénovation urbaine, parce que moi j'entends, il faut aller vite, ça c'est tout bidon, hein, je vous le dis comme je pense, voilà, bidon. Et c'est pour se donner un style, parce que comme ils ne connaissent pas les dossiers, c'est facile de dire ça va vite, mais posez des questions à la ministre, vous verrez, je ne suis pas sûre qu'elles soient en capacité de vous répondre techniquement et sur dossier par dossier, de savoir exactement ce qui s'y passe. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut aller vite, mais il faut au moins connaître ces dossiers pour demander aux autres d'aller vite, c'est tout. Donc, quand on fait de la rénovation urbaine, c'est de l'humain d'abord. Et ceux qui pensent qu'on fait d'abord du bâtiment avant de faire de l'humain, ils n'ont rien compris. Et moi, j'assume ma façon de faire. Elle plaît ou elle ne plaît pas, je m'en fous. Voilà. Parce que c'est fatigant tout ça. Parce que quand vous avez des milliers de personnes qui vivent dans ces quartiers, et qu'il faut tenir compte des habitants, de ce qu'ils souhaitent, quand ils vous disent on ne veut pas démolir parce que nos bâtiments ils sont bien, parce que nos appartements sont bien. C'est vrai. Ça a été le cas à Herbel. Oui. Ils avaient raison. Oui. Donc, à un moment, on ne peut pas... C'est des choses qui ont été faites depuis le passé. Donc, il a fallu rattraper tout ce qui n'a pas été fait. C'est ça quand même. Parce que si ça aurait dû être fait, ça, normalement, ça ne faisait pas partie de l'objet de mon travail. Normalement, moi, je devais m'occuper de l'ANRU 2, pas de l'ANRU 1. Et là, je me retrouve à récupérer l'ANRU 1 pour rattraper les bêtises qui ont été faites dans l'ANRU 1, le mépris qui a été fait parce qu'on n'a pas géré les gens et parce qu'on a pensé qu'on allait faire sans eux. Sauf que les gens, ce n'est pas des idiots. Ben, ils se sont rebellés, ils avaient bien raison de le faire. Et à juste titre. Parce que des fois, ils ont plus de bon sens que certains politiques. Donc, oui, on ne peut pas faire sans eux. C'est ce que je leur ai dit, c'est ce que je continue à dire. Donc, on écoute. Quand on écoute, ça prend du temps. Parce qu'après, il faut retravailler les projets. Il faut les retravailler avec eux. Donc, quand on fait tout ça, ben, ça demande un peu de temps. Et ben, moi, je préfère prendre du temps parce que c'est toute leur vie qu'ils vont vivre dedans. Et c'est eux qui vont vivre dedans. C'est ni la ministre, ni le préfet, ni moi, ni le maire, ni la présidente del département. C'est eux qui vivent dedans. Voilà. Donc, à partir de là, c'est à peu près normal que ce soit ceux qui vivent dans leur logement et dans leur quartier qui donnent un peu leur façon de voir. Et des fois, ils vont dans le détail du jardin, de l'équipement sportif, de l'école. Ça fait partie. Ils sont en train d'aménager l'endroit où ils vont rester, comme ça a été le cas pour certains,
4-5 générations. Oui. Je pense que c'est à peu près normal qu'on prenne ce temps. Alors, sur la question de la construction de logements sociaux. Sur la construction de logements sociaux, d'abord, aujourd'hui, on a des permis qui sont programmés. Et de ce que j'ai encore vu hier, je peux vous dire qu'on est plutôt... Sur un rattrapage du rythme. On est sur un rattrapage du rythme. Ça, c'est une réalité. Et en plus, il y a besoin aussi de reconstruire sur site par moment. Et ça, aujourd'hui, ça nous est refusé. En tout cas, ça fait partie des dérogations que j'ai réclamées parce que les gens ne veulent pas partir de leur quartier. Pourquoi ? Parce que c'est un écosystème, en fait. Ça veut dire que les gens vivent, ils ont besoin d'avoir les parents. Voilà. Les parents ont besoin d'avoir les petits-enfants parce que les petits-enfants vont s'occuper des personnes âgées, vont s'occuper des parents des enfants pour aller chercher à l'école. Il y a tout un système qui est économique aussi parce que ça évite aux familles d'embaucher une nounou, de payer la crèche, d'avoir la femme de ménage parce que derrière c'est la maman qui va s'occuper du papy ou de la mamie et c'est tout ça, les courses, voilà. Donc c'est tout un écosystème. Là aussi, c'est une connaissance du secteur et de la vie des gens. Et je pense que ce qui manque un peu par moment dans la politique, c'est la connaissance de la vie des gens, de la vie des gens, comment ils vivent, de quoi ils ont besoin. Et quand on sait ça, je vous assure qu'on fait les choses avec beaucoup d'humilité et avec moins de communication. Alors, la vie des gens, c'est également le bilan peut-être de l'opération PlaceNet XXL. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était de la communication, il fallait le faire. On a entendu le maire dire qu'il fallait le faire, mais que ce n'était pas suffisant. La vie de ces gens, vous appeliez à l'armée en 2012 pour régler ce problème. 12 ans après, on est encore pas au même niveau, si vous voulez, mais on a quand même un narcotrafic qui perdure et puis des assassinats, puisqu'il faut appeler ça comme ça, qui sont en augmentation. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Et comment on juge ce qui a été fait ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis atterrée. D'abord, deux choses. Vous avez bien dit il y a 12 ans et à juste titre. Si on avait agi il y a 12 ans, quand j'avais tiré la sonnette d'alarme, c'est une sonnette d'alarme que j'avais lancée en disant attention, voilà, il est en train de se passer des choses que vous. Là aussi, c'est quand on ne connaît pas, quand on ne vit pas la vie des gens, quand on ne connaît pas la vie des gens. Certains n'avaient pas qu'on n'a pas mesuré. C'était une volonté politique de ne pas le voir et de ne pas l'entendre. De penser que comme ça n'était pas à côté, ça n'allait pas arriver. Et j'avais toujours dit, ce qui se passe là, c'est juste le laboratoire de ce qui va se passer en France. Et personne ne l'a compris quand je le disais. Aujourd'hui, malheureusement, toute la France le vit. Qu'on soit dans un secteur rural ou urbain, tout le monde vit la même chose maintenant. Donc, oui, c'était des éléments à prendre en compte. C'était l'approche globale que j'avais toujours réclamée. Une approche globale. Parce que je pense que là aussi, c'est comment on fait pour que ces jeunes, les plus jeunes, n'aillent pas vers ce trafic et ne se disent pas que c'est la facilité, mais bien au contraire que c'est peut-être la mort. Mais quand vous avez une jeunesse qui considère que nos futurs, c'est comme ça qu'ils se désignent. Ça veut dire quand on dit à quelqu'un je suis nos futurs, ça veut dire qu'on considère que déjà qu'on n'a pas de futur soi-même, on en a encore moins pour les autres. Ça veut dire qu'en fait, finalement, la mort, c'est pas quelque chose qui vous hante. C'est pas quelque chose qui vous fait peur. La notion du bien et du mal, elle a disparu. La question aussi psychologique, de comment on travaille à faire que des jeunes qui sont en pleine schizophrénie, parce que, oui, le fumer du shit, ça rend schizophrène et ça déclenche la schizophrénie. Pour avoir des tests, savoir combien il y a de schizophrènes aujourd'hui en France, je pense qu'on serait surpris du résultat, notamment chez les jeunes. C'est ça aussi, c'est beaucoup de maladies psychologiques. Ce ne sont pas des maladies incurables, mais ce sont des maladies il ne faut pas avoir honte de le dire. Oui, il y a des fois des dépressions, il y a des fois des questions dans l'adolescence, on est plus fragile que quand on est un peu plus mature. C'est là qu'on est plus vulnérable. Ils ne naissent pas délinquants, ils sont pas nés à la sortie du ventre de leur mère. On n'est pas encore à la bonne échelle où vous demandez une action globale, on a bien compris. Je dis que PlaceNet c'était nécessaire. Voilà, je pense que c'est nécessaire. Si ça peut permettre de diminuer, ou en tout cas voilà, il y a des endroits aujourd'hui où il n'y a plus de trafic. Faut le dire. Voilà, où il y en a beaucoup moins et ça n'a plus rien à voir. C'était nécessaire et tant mieux. Mais après, il ne faut pas que ça s'arrête. Vous savez, c'est comme le régime, ça c'est le yo-yo. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne pouvez pas dire on vient, on met tout le paquet, et puis d'un coup on s'en va, il ne se passe plus rien et on repart. Donc c'est insupportable. Il faut rester sur quelque chose de linéaire. Alors pas forcément toujours très haut, mais très haut au départ, mais rester sur quelque chose de linéaire, de construit et de complet. C'est-à-dire, c'est pour ça l'approche globale, c'est-à-dire que la question de l'école, décrochage scolaire, qu'est-ce qu'on fait pour les décrocheurs scolaires aujourd'hui ? Rien. Qu'est-ce qu'on fait pour des décrocheurs scolaires ? Rien. Comment on accompagne des familles qui, parce qu'elles sont familles monoparentales, elles ne sont pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles ne peuvent pas pour certaines. C'est-à-dire que quand vous avez des enfants
où c'est la rue qui est plus forte que vous, comment vous faites? Et moi, je mets au défi tous les élus qui parlent de la République. Que si c'était leurs enfants dans ces quartiers-là, je ne suis pas sûre qu'ils seraient en capacité de les éduquer comme ils les éduquent peut-être aujourd'hui. Quoique, d'ailleurs, certains. Voilà. Mais je le dis quand même. Voilà. Donc c'est aussi ça. Ça veut dire que quand vous êtes en situation de précarité, vivez dans des quartiers où la violence, je dirais que c'est fait partie de la discussion et de la nature de la vie. Que quand vous êtes un garçon aussi, vous êtes malheureusement dans une situation où vous pouvez à tout moment basculer de l'autre côté sans même le vouloir. Et je le répète, les enfants de France, de ces quartiers, ils naissent pas à la sortie de la maternité délinquants, quand même. Voilà. Ils naissent bébés, et après c'est la société qui fait d'eux ce qu'ils sont, souvent. Donc c'est une situation qui paraît presque incontrôlable. Est-ce qu'une municipalité peut jouer un rôle là-dedans? Alors, d'abord, c'est le devoir, il est régalien, et il est d'abord à l'État. Bien sûr. Désolé, mais la sécurité, ça ne relève pas de la ville de Marseille. Hein. C'est la ville de Marseille, elle est là pour apporter des outils en termes de rénovation urbaine, en termes de centres sociaux. Et quand on voit, par exemple, sur les centres sociaux, que certaines collectivités renoncent à aider les centres sociaux, et je le dis, je suis une enfant de centre social. Voilà, moi, je suis partie en colonie grâce au centre social. J'ai fait du théâtre grâce au centre social. On a fait de tout grâce aux centres sociaux. Et c'est ça aussi la République. Et donc, à un moment, si tout ça, vous l'enlevez, puis vous leur laissez que finalement le trafic, qui des fois, vous vous retrouvez avec des trafiquants qui eux-mêmes organisent de l'animation dans ces quartiers, ça ne va pas. Donc, c'est le rôle de la ville que de venir faire son rôle républicain et d'organiser l'animation de ces quartiers. C'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour la Flamme olympique, j'ai souhaité, et avec le maire, que la Flamme aille dans tous les secteurs de la ville. Et on a vu comment les gens ont répondu, c'était extraordinaire. Donc ça montre bien qu'ils sont en attente aussi. Et c'est ça qui est beau, c'est de pouvoir à un moment faire les choses. Donc sur la question de la ville de Marseille, son rôle, c'est on a de la police municipale, elle vient en accompagnement. La police municipale, c'est fait pour faire en sorte que le stationnement soit respecté, faire en sorte que lorsqu'une voiture dérange, elle soit enlevée par la fourrière. Elle est là pour les caméras de vidéosurveillance, de surveiller ce qui se passe. Mais elle vient en appui à la police nationale, mais pas l'inverse. Hein. Ça n'existe pas. Nulle part d'ailleurs. Samia Ghali, une autre question sur un autre sujet, une question un peu sensible. Il y a eu des très fortes tensions autour de la forme 10 entre des riverains, des élus, des travailleurs, ouvriers CGT, etc. Sans forcément revenir sur les conditions de la bousculade, où il y a des versions un peu contradictoires, etc. Quel est votre point de vue sur le fond du dossier? Faut-il réduire l'activité de la réparation navale? Alors, je pense que la question de la forme 10, je vais vous dire ce qui s'est passé. Parce que j'ai été interpellée par des habitants aussi sur le bruit. Et ça, je pense que c'est aussi de la responsabilité du port autonome. Voilà. Je pense que c'est de la responsabilité du port autonome. Chacun doit prendre ses responsabilités. Quand la forme 10 s'est installée, il n'y avait pas, et je vous le dis, d'aminosité de la part de la population, parce que on a des explications de texte aussi, parce que c'est une nécessité, Le travail, c'est l'activité économique. L'activité économique, et on est dans un port, et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Pour autant, il y a quand même une vie aussi, il y avait une vie autour, il y a des gens, c'est urbanisé, il y a des gens qui habitent, travaillent, qui vont aussi travailler, qui ont besoin aussi de dormir. Et quand le soir, la nuit, parce que vous avez des entreprises qui sont mandatés pour faire telle ou telle activité de travaux. Et que ces salariés, est-ce qu'ils sont d'ici, ils ne sont pas d'ici, j'en sais rien, c'est pas le sujet, Tonia. L'entreprise doit, et ça fait partie du port, de donner aussi un cahier des charges aux entreprises, en expliquant qu'à 3h du matin, on ne va pas commencer à taper sur du métal à 3h du matin. Il y a des travaux de nuit qui peuvent être moins bruyants qu'il faut faire. Je pense que c'est juste une question d'explication, d'organisation. Voilà, il faut que tout le monde comprenne que y a des moments où les gens dorment et dans ce cas-là, on ne va pas trop les embêter. Et des moments où il y a besoin la journée, c'est pas grave. Mais le soir, à minima, il y a des horaires qu'il faut respecter et faire en sorte que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions et que les gens puissent vivre dans de bonnes conditions. Ça veut dire qu'à un moment, il n'y ait pas de conflit finalement
urbain sur cette question. Sujet qui a été évidemment épidermique cette semaine. Un autre sujet qui va concerner peut-être les Marseillais à court terme, c'est la réforme de la loi Paris-Lyon-Marseille. Est-ce que vous êtes favorable à la disparition des secteurs? Comment est-ce que vous voyez les choses? Chaque Marseillais, un vote directement pour une liste, plus de maires de secteur. Comment est-ce que vous envisagez la situation? Non, je pense que, vous savez, moi je suis pour qu'il y ait les maires de secteur. Parce que d'abord, la mairie de secteur, c'est de la proximité. C'est des villages aussi. Marseille, ce sont des villages. Voilà, ce sont des quartiers, ce sont des villages. Et on voit bien que des fois, vous voyez, parler de la Formule 10, c'est aussi des fois dans la proximité qu'on règle des problématiques. Et qu'à un moment, il ne faut pas qu'on s'éloigne non plus des habitants. Et c'est important que les habitants aient aussi des lieux de réceptacle où il se passe des choses, où on peut aller travailler, discuter, faire aussi de l'aménagement pour les centres d'animation aussi dans les mairies de secteur. Donc oui, moi je suis pour que les mairies de secteur restent. Moi j'y suis attachée. Voilà. J'ai été maire de secteur, je sais que quel est le rôle, même dans l'opposition, d'un maire de secteur, qui est essentiel. Il nous reste une poignée de secondes pour vous poser 2 questions peut-être. D'abord, la coopération avec l'Algérie. Vous revenez d'un voyage en Algérie cette semaine. Il faut retisser les liens avec ce pays. Ça va être un peu trop distendu, vous pensez? Je pense que, alors, il y a 2 choses. Il y a le niveau national et le niveau local. Donc, on va rester au niveau local. Oui. Voilà, parce que moi, je crois à la diplomatie des villes. Voilà, plus qu'à la diplomatie d'État. Donc, proximité, donc. Dans la proximité, parce que je pense que quand on parle au maire, au Wali d'Alger, finalement, on a les mêmes problématiques et des fois, sur certaines questions, ils peuvent vraiment nous accompagner parce qu'ils ont de l'avance. Et l'inverse est vrai sur d'autres questions. Donc, c'est finalement un échange de savoir-faire, de façon de voir les choses, peut-être d'expérience aussi. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi essentiel. Donc oui, la relation avec l'Algérie et notamment Marseille, parce que Marseille doit être cette capitale euro-méditerranéenne. Et si elle veut jouer son rôle là, elle ne peut se faire que par l'Afrique. Et c'est pour ça que tous les pays d'Afrique, mais c'est vrai en l'occurrence l'Algérie, parce que c'est quand même un pays important en Afrique, et vous savez qu'il est cher à mon cœur aussi. Donc voilà, c'est important de pouvoir échanger de cette façon-là. Et je crois qu'en tout cas, ça a été très bien pris de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit par les Walis, que ce soit d'Annaba ou d'Alger, par le président de la République qui nous a reçus quasiment 3 heures, avec lequel nous avons pu échanger, alors de questions internationales, nationales, tout ce que vous voulez, et de la ville de Marseille. Ça a été fait vraiment avec quelqu'un qui était à l'écoute, qui avait envie de nous entendre aussi sur ce qu'on avait à dire. Il y a une diaspora algérienne importante à Marseille. C'était important de lui dire aussi de quelle façon cette diaspora vivait et ce qu'elle attend aussi, ce à quoi elle aspire. C'était un échange intéressant. Moi, je le remercie parce que quand on est président de la République, prendre 3 heures pour parler avec le maire de Marseille et la maire adjointe, moi, je considère que c'est une forme de respect pour la ville de Marseille et je l'en remercie. Dernière question et ultime question, Samia Ghali, dans cette émission. Qu'est-ce que la République pour vous? La République, c'est tout ce qu'on vient de se dire, en fait. C'est quand elle sait reconnaître ses enfants, quand elle s'occupe de ses enfants, avant de les stigmatiser, il faut savoir les éduquer. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie en ce dimanche sur Maritima. Excellente journée à vous, Samia Ghali. Merci. Merci à Léo Purgat également et à la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, bonne journée. Merci.